tous. Alors, moi, je suis donc Jean-Marie Mathieu, je suis cofondateur de Giscard, et en fait, la transition, elle est assez bonne par rapport aux interventions précédentes. C'est que moi, j'étais avant chercheur associé à l'Université Paris-Saclay, notamment sur les questions de l'éthique de l'IA et de comment on fait pour débiaiser les méthodes d'IA. Et d'ailleurs, j'ai travaillé assez longtemps sur ce sujet-là, notamment pendant ma thèse, où l'idée, c'était, on en discutait là un petit peu, c'était comment faire pour débiaiser les algorithmes, soit avant la procédure d'apprentissage, donc par exemple en pondérant les modèles, en pondérant les datas aussi, ou en faisant des méthodes de post-processing. Et en fait, moi, mon message là aujourd'hui, c'est de dire, vu que aujourd'hui je suis plus dans le privé et que j'essaie de mettre en place ces méthodes dans l'entreprise, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, qui sont beaucoup investies dans le monde de la recherche et qui s'appliquent très mal. Et on va essayer en prenant quelques exemples concrets que j'ai pu faire dans quelques entreprises, de voir comment ça peut marcher. Donc du coup, première chose, on a plusieurs types de problèmes qu'on essaye de résoudre avec l'IA, des problèmes éthiques, des problèmes de sécurité. Et disons que l'éthique et encore les problèmes de genre, ça fait partie d'un des problèmes qu'on peut voir dès lors qu'on va essayer de gérer la qualité des modèles d'IA. Donc là, j'ai mis l'éthique, les problèmes plutôt de type business, en fait, tout simplement, quelquefois, avoir des erreurs des modèles d'IA, ça fait perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Donc en fait, il n'y a pas simplement que des considérations plus d'ordre sociétal qui sont prises en compte pour la qualité de l'IA. Ensuite, il y a aussi des sujets plus d'enjeux sécuritaires, où simplement une attaque, ça peut faire aussi beaucoup perdre de l'argent pour les entreprises qui sont constructrices d'IA. Et en fait, l'éthique, vu que c'est un petit sujet, c'est pas forcément le sujet qui est le plus investi, parce que tout simplement, ça fait pas perdre tant d'argent que ça. Voilà, je pense que c'est un premier point qui est assez important. Et en fait, même si on a des sujets comme ici l'Apple Cart qui ont fait controverse, l'enjeu, le risque, c'est plutôt réputationnel. A contrario, là, quand vous le voyez là, sur le business ou la sécurité, là, les enjeux sont clairement financés. On peut perdre, par exemple pour Zillow, je crois qu'ils ont perdu pratiquement 1 milliard de pertes parce qu'il y a eu un souci de qualité. Donc ça, c'est un premier enjeu qui est assez important. Et un deuxième enjeu qui est important, c'est que les méthodes qu'on peut voir dans les articles de recherche pour faire de la fairness, donc, les trucs qui peuvent être assez techniques en fait, finalement, par exemple des méthodes d'e-learning d'IA, c'est de trouver dans les variables latentes des réseaux de neurones, est-ce qu'il n'y a pas des proxys avec des catégories, et c'est de voir comment on pourrait appliquer là-dessus ces métriques dont on a parlé, il y en a 21, beaucoup plus même, comment on peut faire pour les appliquer. Et en fait, ces choses-là, le souci, le souci, c'est que en entreprise, c'est assez rare finalement d'avoir ces catégories. Alors, je prends quelques exemples. Par exemple, on a travaillé pour une boîte du retail qui va essayer d'estimer des prix de rachat de vélos, en l'occurrence, là, c'est des produits de vélo, ouais, sur donc des vélos d'occasion, savoir comment on les rachète et comment on va les revendre. Ils ont une question autour des billets, notamment des billets de genre. Et en fait, ils n'ont aucun moyen de savoir et d'intégrer dans leur modèle le genre pour des questions de vélo. Il n'y a pas de moyen de le faire. Et s'ils veulent le faire, il faudrait qu'ils fassent des croisements assez coûteux avec leur base de CRM pour pouvoir ramener ce type de variables, les corréler, calculer les métriques, et ça changerait l'ensemble du process pour mettre en place ce type de méthode. Donc en fait, la fairness, le calculer, c'est pas un enjeu vraiment technique, dans le sens où il y a le problème des métriques, parce qu'en fait, calculer ce genre de métriques, ça peut être simplement une ligne de code. Mais par contre, l'enjeu, il est vraiment de type... c'est le process, en fait, qui est très coûteux. Et il faut avoir les bonnes incitations pour le faire. Et du coup, là-dessus, nous, ce qu'on fait beaucoup dans ma boîte, c'est... on essaye de faire un process qui est beaucoup plus bottom-up, où on va essayer d'impliquer différentes parties prenantes pour définir justement ce que devrait être le modèle. Et en fait, là-dessus, par exemple, sur les questions de métriques, on sait qu'il y en a beaucoup sur la fairness. Un des gros sujets, c'est comment on fait pour les choisir aussi, si on est capable de les calculer. Et si on a envie de les calculer, de savoir comment on le fait, parce que ça peut être très coûteux. Et là-dessus, par exemple, une des méthodes qu'on a vues qui marchait, qu'on a appliquées dans plusieurs boîtes, c'est de commencer par entre guillemets, par le bas. Donc en gros, essayer de faire en sorte que plusieurs parties prenantes
discutent sur un modèle avec des interfaces qui leur permettent de débugger le modèle, de vraiment essayer de trouver les petites erreurs, les petits problèmes qu'on peut avoir dans le modèle. Et à partir de là, essayer de quantifier au fur et à mesure les métriques qui sont intéressantes justement pour débiaiser le modèle ou simplement pour mesurer les problèmes. Et ensuite l'opérationnaliser au fur et à mesure avec des suites de tests, les mettre en production, mettre aussi l'exécution de ces suites de tests, les automatiser dans une chaîne de production. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie au tout début, qui est la partie comment on fait pour identifier les biais et le rétex aussi. Après l'avoir appliqué plusieurs fois, qu'est-ce qu'on remarque en entreprise quand on le fait? C'est que déjà, on va voir que les métriques de biais du genre sont peut-être les moins regardées parmi plein d'autres biais qu'on peut avoir, et que ces catégories, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les catégories qu'on va utiliser peuvent être beaucoup plus granulaires, beaucoup plus dispersées et moins fixées sur l'âge, le sexe ou des catégories beaucoup plus établies. Donc ça, c'est un truc qu'on voit souvent. Je prends des exemples. On a fait récemment pour une boîte d'assurance, même chose sur des questions de biais, essayer d'identifier les soucis qu'il peut y avoir. L'algorithme de machine learning, c'est un modèle qui va prendre des conversations de conseillers, des conseillers d'assurance, et va essayer de mesurer la satisfaction des clients à partir de ça. Évidemment, avec une retranscription vocale, on n'avait pas accès à une belle catégorie homme-femme, donc il fallait la reconstruire a posteriori pour pouvoir faire ce type de mesure. Et en fait, on se rendait compte que l'enjeu principal de biais, c'est plutôt quand les gens parlaient différemment, parce qu'ils avaient un accent, parce qu'ils parlaient mal français, on avait quelquefois des performances très différentes dans le modèle. Donc par exemple, on pouvait voir que le modèle disait que les personnes qui parlaient mal français étaient souvent peu satisfaits, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc ça n'avait rien à voir avec le genre, on avait commencé par les questions de genre, on a fini sur ce type de questions. Et c'est quelque chose qui est arrivé assez souvent en fait. Dans une boîte de retail, on a eu la même chose. Une boîte aussi très connue, qui vend de la cosmétique, qui s'est aussi intéressée à ces questions-là, mais plutôt en computer vision. Et même chose, on a commencé par le genre, ça finit autre part. Donc ça, c'est un point aussi important, je trouve. Sur la quantification des biais, le deuxième point, l'idée, c'est, comme je vous ai dit, c'est de savoir quels sont les types de biais qu'on peut avoir. Et c'est là où nous, on met en place plein de types de méthodes différentes. Et j'aimerais juste me focaliser sur celle-ci, les biais de performance. Donc, par exemple, on parlait du fait qu'on peut avoir plein de métriques de biais sur le genre. Alors, souvent, on fait deux catégorisations dans les métriques. Soit des métriques où vraiment on va comparer des proportions de la variable target. Donc, par exemple, là, en l'occurrence, de la satisfaction, où on avait vu dans les cas précédents du diagnostic, si on est malade ou pas. Donc, la proportion de ce type d'événement en fonction des populations. Donc, si je suis un homme ou une femme. Et on se rend compte très rapidement qu'il y a des controverses, parce que bon, comment on fait pour diviser, ainsi de suite. En prenant les biais de performance, en fait, on va plus s'intéresser aux erreurs. Et en s'intéressant aux erreurs, on coupe un peu le débat, puisqu'au final, tout le monde est assez d'accord pour dire que bon, j'aimerais pas avoir plus d'erreurs chez les femmes que chez les hommes. Bon, il n'y a pas moins de débat que de dire je veux avoir exactement la même proportion de la variable target chez les hommes et les femmes. Et ça, c'est le truc que je vois le plus souvent, les biais de performance. Et il se trouve que c'est pas si facile à trouver l'ensemble des catégories sur lesquelles on peut vraiment vérifier les biais de performance. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus, notamment en produisant des outils open source qui permettent rapidement donc ce qu'on appelle un scan, qui vont permettre rapidement de trouver justement les catégories pour lesquelles on a des biais de performance. Donc des biais de performance, ça peut être pour une variable de performance, comme je sais pas, l'accuracy, la précision, la UC, il y en a plein en machine learning, et d'essayer de voir s'il y a une différence entre deux populations. Après, quelque chose qui est aussi très lié, c'est ne pas regarder uniquement les questions de performance, mais aussi ce qu'on appelle la surconfiance ou la sous-confiance. Bon, là, la surconfiance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des zones où on est extrêmement sûr, où le modèle est très sûr, parce qu'il donne une grosse probabilité, mais par contre, il a faux. Et donc, souvent, ces zones-là sont très importantes parce que ça permet de comprendre là où le modèle n'a pas compris, en fait. Ce sont des points très importants, et c'est pas forcément que le genre qui peut être sujet à ce type de biais.
Sinon, autre chose importante aussi concernant les questions de biais, de genre, on a les questions de robustesse. Alors là, c'est plus facile à faire parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros dataset qui permette de calculer ce genre de choses, mais simplement on peut prendre un exemple donné et essayer de perturber la variable genre, évidemment, si on l'a à disposition. Et ça permet par exemple de se poser des questions un peu contrefactuelles et de se dire, si jamais la personne devant moi n'était pas un homme ou n'était pas une femme, qu'est-ce que je lui aurais dit? Donc, par exemple, sur du crédit bancaire, la question c'est est-ce que j'aurais refusé le crédit bancaire si la personne devant moi n'avait pas été une femme, par exemple. Et finalement, deuxième chose, chose aussi importante, c'est ce qu'on appelle les corrélations fallacieuses. Alors ça, c'est peut-être la tarte à la crème quand on essaye de débiaiser les modèles. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va supprimer la variable genre et on dit, voilà, là, je ne l'ai pas prise en compte, donc normalement, ça doit être bon. Et ce qu'on voit assez facilement, c'est que si on a des proxys, donc si on a d'autres variables qui peuvent être corrélées à la variable genre, le biais reste, en fait. Et c'est souvent même le cas en machine learning. Et donc, du coup, pour détecter ce genre de choses, donc des corrélations qui peuvent apparaître, on a aussi des détecteurs qu'on appelle de spurious correlation, donc de corrélations fallacieuses, qui permettent de voir si la variable qu'on essaye de prédire est très corrélée à d'autres variables qui peuvent être elles-mêmes des proxys du genre. Donc là aussi, on a des méthodes pour le faire. Alors les méthodes que je vous présente là sont open source, donc c'est des choses que vous pouvez facilement réutiliser en allant dans la doc. Donc ma boîte, elle s'appelle Giscard, avec un K, et vous pouvez facilement les réutiliser pour vos modèles à vous. Voilà, j'ai fini.